J'ai beaucoup hésité et c'est vrai que je me suis renseigné avec des personnes du 13 en France qui m'ont dit que c'était quelque chose d'irréaliste, en fait d'irréel parce que jamais un joueur français n'avait été demandé dans une compétition comme celle-ci, prestigieuse et surtout dans une équipe que moi je connaissais pas, je m'étais renseigné après, mais comme les Broncos de Brisbane qui était une équipe légendaire avec des joueurs aussi mythiques. Il y avait aussi beaucoup d'argent à la clé aussi. C'est vrai que ça, tu dis voilà, tu changes ta vie quoi. Mais finalement, ouais, non, je suis resté fidèle à mes sirènes de ma passion et ma passion c'était le rugby et je suis resté à Toulouse. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs pros d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois une légende du rugby qui a raccroché en 2005. Ailier, arrière, centre, il a fait les beaux jours des Bleus du grand stade toulousain des années 90 et du début des années 2000. Il a remporté, écoutez bien, 6 fois le bouclier de Brennus et 3 fois la Coupe d'Europe. Je reçois Émile Ntamak. Bonjour Émile. Bonjour à tous, vous allez bien? Eh bien ça va et toi? Bonne année. Ouais, bonne année, oui. Comment tu vas? Eh ben, ça va pas si mal que ça, en ce début d'année. Au boulot, au stade, préparer la formation, les jeunes de demain, mais ça va. Et oui, c'est vrai que ton emploi du temps, il est chargé. Ben déjà, Émile, je vais te remercier d'avoir accepté mon invitation dans Terrain Conquis. De tous ceux que j'ai invités jusqu'ici, tu es le doyen. Et oui, parce que ça fait bientôt 18 ans que tu as terminé ta carrière. C'était Ouais. presque hier. Presque hier, ouais, c'est vrai que beaucoup de temps sont passés, c'est passé tellement vite. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer, ben, je crois que c'est une bonne chose finalement, parce qu'il n'y a pas eu de manque, même s'il y a un manque, je dirais, sur le terrain, c'est assez évident, mais c'est comme ça, on peut plus de manière se projeter à pouvoir courir. Mais ça a été rempli ouais, par plein d'autres choses à côté, notamment l'accompagnement des plus jeunes, l'encadrement, l'entraînement des équipes professionnelles, équipe de France, la formation. Donc c'est vrai que beaucoup de choses qui sont très plaisantes aussi et qui permettent d'être dans la transmission. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, bon, ils connaissent le nom, Ntamak, mais je vais tâcher de rappeler ton parcours Ah, sportif. ils connaissent les fils maintenant. Ouais. Ils connaissent le nom. Je vais tâcher de rappeler ton parcours sportif. Si je me trompe quelque part, n'hésite pas à me renvoyer dans mes 22. Tu es né à Lyon, mais c'est à Toulouse que tu découvres le haut niveau. En 1988, au Stade Toulousain, où le coach de l'équipe première, c'est un tout jeune entraîneur, un certain Guy Noves, déjà. D'ailleurs, ton premier match avec le Stade, tu t'en rappelles? Alors, pour être exact, c'est Christian Gageant. Ouais, c'est Christian Gageant. On va rendre à César ce qui est à César, qui me découvre, qui me fait venir à Toulouse. Il était à ce moment l'entraîneur des ce qu'on appelait les Réchelles du Stade Toulousain. Il était aussi entraîneur du lycée Jolimont, lycée sport-études. Jolimont, et j'étais venu pour faire un sport-études. Donc, lui m'avait trouvé sur Lyon lors d'un tournoi et m'avait proposé de venir sur Toulouse, de rejoindre le sport-études. Et c'est comme ça que j'ai atterri d'abord à Lavaux et puis après au Stade Toulousain. Le Stade Toulousain, il est champion de France en 1989. T'es pas encore dans l'équipe première. Ouais, non, 89, non, on les regarde, on a été invités, on est jeunes, Oui, c'est ça. on est au contact des Rouges Thomas, des Charvet, Bonneval, enfin pour citer que Joël Dupuis, on bat de ces garçons parce qu'on s'entraîne avec eux, contre eux, je dirais, le mercredi sur des oppositions, on les côtoie, mais on est les jeunes, on est les juniors, nous, et c'est nos aînés, mais c'est vrai qu'on est séduit par leur victoire et c'est vrai on se fait la promesse un jour de faire comme eux. Et alors, tu remportes ton premier Brennus sur le terrain en 1994. Et puis après, les titres s'enchaînent, 95, 96. 96, année où tu remportes aussi la toute première Coupe d'Europe. 97, 99, enfin 2001. Ça, c'est pour les titres de champion de France. Tu as aussi remporté 3 fois un trophée qui n'existe plus aujourd'hui. C'est le Challenge Yves du Manoir en 93, en 95 et en 98. Et ton dernier titre en club, c'est la H-Cup, toujours avec Toulouse, où tu as d'ailleurs fait toute ta carrière. Donc c'était en 2003, en 2005 aussi, mais tu n'es pas sur la feuille de match sur la finale. Non, pas sur la finale, non. Voilà. Non. Commençait à être un peu plus sur le déclin. Il y avait des équipes, des joueurs de grand talent qui avaient émergé. Donc, j'avais accompagné, j'avais fait la partie de la campagne. On avait fait des matchs dans la poule de groupe sur la saison, mais la finale, non. Et côté équipe de France, c'est pas mal aussi. Tu débutes avec les Bleus lors du tournoi des 5 nations en 1994 contre le Pays de Galles. Tu vas compter 46 sélections pour 26 essais marqués. Tu vas jouer 2 Coupes du Monde, 95 et 99. Et tu as ton palmarès une Coupe latine. Alors là encore, c'est un trophée qui n'existe plus. Et un grand chelem en 1997. Une très belle carrière donc que tu termines en 2005 à 35 ans, dont la moitié passée au Stade Toulousain. Est-ce qu'on est bon? À peu près, oui. À peu près. Les années juniors qui ont compté aussi parce qu'elles nous ont façonné, elles nous ont permis d'avoir un avant-goût de tout ça. Mais c'est vrai qu'on a pu se réaliser aussi dans les grandes équipes. Et puis surtout avec des copains. Ça a été fait avec des copains avec qui on a grandi ensemble. Donc ça a encore un goût, une saveur particulière. Avant de parler de tes grands succès, revenons d'abord à tes racines. Tu es le fruit avec tes frères aînés de l'union entre un papa camerounais dont j'ai lu qu'il était un ancien haltérophile et qui était aussi arbitre de foot et Tout à fait. une maman pied noir, et tu as grandi autour de Lyon qui est également une terre de foot.
Alors, comment diable le rugby a-t-il fait pour t'attirer dans ses filets? À l'US Mézieux, si je m'abuse. Ben, comment, par le hasard, un copain à mon père qui était président d'un club et comme il savait qu'on était trois garçons, il avait proposé, il a demandé à tes garçons s'il y en a pas un qui veut essayer le rugby. Bon, on joue au foot, nous, on faisait moi de l'athlétisme. Et un soir, il nous propose ça. Je dis, ben, je sais pas ce que c'est le rugby, pourquoi pas, c'est quoi? Il me dit, ben, écoute, tu te présentes à tel jour, à telle heure et tu verras bien. Donc, je suis allé par curiosité, parce qu'on touchait un petit peu à tout. On avait le goût du sport quand même, au moins dans la pratique. Et finalement, j'ai été ravi, je me suis régalé, et j'y suis revenu et encore. Voilà, quitte à... Et puis après, c'est parti. Parce qu'il y a le frère Francis aussi qui joue au rugby. D'ailleurs, Ouais, tu as ouais. dû jouer contre lui quelques fois durant ta carrière. Avec lui et contre lui, ouais, quand il a après changé pour Périgueux, Ça faisait pas bizarre pour mon d'ailleurs de rencontrer son frère? Est-ce qu'il y avait un petit gentleman petit. agreement? Tu me mets pas un chic-chac, je te mets pas un gros tampon Ouais, ouais, heureusement, on n'était pas vraiment sur le même poste, donc on n'avait pas trop le loisir de se croiser sur le terrain. Une fois, j'ai un souvenir, ouais, il m'a plaqué ou j'ai plaqué, je sais pas, mais on se croisait pas trop, mais il y a le côté adversaire du jour, mais il y a aussi la bienveillance du sang, quoi. C'était particulier, ouais, c'était particulier. Alors, on est dans les années 80, le rugby il est amateur à cette époque-là. C'était quoi tes Ouais. projets professionnels? Ça devait pas être forcément en ce temps-là de gagner ta vie grâce au rugby. Non, non, pas du tout. C'était pas un sport sur lequel on pouvait se projeter. J'aimais bien le sport, donc moi j'étais parti pour faire prof de gym. Je me suis dit, bon, j'aime bien le sport, j'aime les activités, donc je passerai mes diplômes pour être prof de gym. Et ce que j'ai fait, j'ai passé ma filière STAPS et ainsi de suite. Sauf que là, le rugby a changé, a évolué. Et c'est vrai qu'après, la capacité à poursuivre une carrière sportive de haut niveau et en même temps intégrer un bahut, collège ou lycée, peu importe, mais de façon régulière, c'était pas trop compatible. Donc finalement, j'ai jamais eu le loisir de pouvoir valider ma dernière année et de pouvoir être rentré dans l'éducation nationale. Ouais. Comment Toulouse entend parler de toi et comment les choses se font avec le Stade Toulousain? Tournoi de jeunes sur Lyon, je pense que Toulouse ou le Midi-Pyrénées étaient invités, on va participer à ce tournoi. Et c'est Christian Gageant qui me repère sur le tournoi, qui me dit, il y a un petit joueur un peu, va voir le comité lyonnais dans lequel je jouais là, il est à l'arrière, il est pas mal. Puis quelques temps après, je crois qu'il me contacte, je sais pas comment, ou peut-être lors du tournoi, il me dit, tiens, ça te dirait pas de faire un sport-études? Moi, je savais pas ce que c'était, sport-études, je connaissais pas, moi. Et finalement, donc, je me renseigne, ma mère se renseigne, et puis bon, on apprend que finalement, c'est quand même le sud-ouest, c'est quand même l'endroit où le rugby se développe le plus. Et finalement, bon, me dit, ben, tente-le chaud, tente-le, puis on verra bien. Et voilà, c'est parti comme ça. Je suis arrivé à Toulouse sous la houlette de Christian Gageant. Et après, tout s'est enchaîné. Quand tu commences à taper à la porte de l'équipe première, il y a des Denis Charvet, des Didier Codorniou, des Albert Sigagna. Parmi tous ces grands anciens, est-ce qu'il y en avait un qui t'impressionnait un peu plus que les autres? On a la chance d'avoir une génération extraordinaire, hein. C'était des joueurs de qualité, grand talent rugbystique, et puis des qualités aussi physiques extraordinaires de vitesse, notamment Charvet, Rancoul, la puissance de Roger Thomas, le joueur complet qui était un Eric Bonneval, par exemple. Ouais, on avait des joueurs de grande qualité à Toulouse. Et un joueur qui était peut-être plus discret, mais par contre en efficacité peut-être presque le plus fort, c'est Joël Dupuis, ouais, qui jouait à l'arrière, qui était d'une discrétion incroyable, mais qui était une rare précision au pied, une vitesse de jeu, une justesse de main, un pied gauche avec une longueur de jeu au pied déjà pour l'époque était extraordinaire. C'est un joueur brillant, brillant parce que très peu de déchets, adroit sur les ballons aériens. Enfin, il savait tout faire. Moi, c'était au moins le joueur. En plus, je jouais un peu au même poste, moi. Donc, c'était le joueur que je regardais tout le temps et qui me fascinait parce que on parlait beaucoup de Blanco à l'époque. Et voir Joël puis jouer, tu te posais la question de la concurrence, sincèrement, parce qu'il faisait jamais d'erreur. Tu es à peu près la même génération que Jérôme Casalbou. Lui, il Oui. est déjà titulaire lors de la finale de 1989, remportée par le Stade Toulousain. Toi, c'est un peu plus tard que tu t'installes dans l'équipe. Ouais, ouais, Jérôme était là depuis plus longtemps sur le Stade Toulousain. Moi, je découvrais, j'arrivais depuis un an, donc c'était encore quelque chose de récent. Donc certains ont la chance déjà de chez les jeunes juniors. Il y avait une intégration déjà très tôt, hein. Le Stade Toulousain, dans la philosophie, était déjà amène de faire monter des jeunes joueurs s'ils les sentaient compétitifs. C'était le cas de Jérôme Casalbou, c'était le cas de Humurin, c'était le cas de David Berti, qui étaient tous trois des joueurs juniors et qui œuvraient, qui pouvaient œuvrer avec nous, mais finalement qui avaient été intégrés à l'équipe première et vu leur qualité jouer régulièrement. Ils avaient joué la finale, ils avaient été bons, ils avaient gagné. Mais c'était aussi un signe fort, ça veut dire que bon, c'était les précurseurs, enfin les précurseurs, c'était les premiers de cette génération-là, mais ça pouvait appeler à d'autres. Et c'est vrai que l'année suivante, eh ben, pas mal ont commencé à intégrer le groupe, à jouer de façon un peu plus régulière. Encore faut-il gagner sa place, parce que les joueurs de qualité étaient là. Mais voilà, on a pu commencer à rentrer dans la rotation des joueurs sur la saison. Ton premier match, c'est quelque chose que tu gardes en tête, tu t'en rappelles? Ouais, le premier match officiel, c'était un stage à Lubersac. On avait joué contre Aurillac, je crois. C'était un match du manoir, ce qu'ils appelaient les matchs de pré-saison, qui est une coupe du manoir. Mais c'était rigolo parce qu'il y avait pas mal de jeunes, voilà. Déjà, parce que en stage fin d'année, fin début de saison, en mois d'août, toutes les petites stars, finalement, et les belles stars qu'on avait au stade Toulousain, bah, elles n'étaient pas toujours en reprise à l'heure. Donc, ça laissait la place un peu pour les jeunes qui étaient un peu assidus de pouvoir jouer. Mais finalement, c'était aussi une façon de leur mettre le pied à l'étrier. Donc, on avait été lancé un peu dans le bain. Ça prédisposait finalement de ce qui allait se passer dans les semaines, dans les mois à venir.
Alors, à l'époque, le rugby est très très majoritairement un sport pratiqué par des blancs, il faut le dire. Est-ce que tu as eu à subir des remarques déplacées, du racisme de tes adversaires ou même de tes coéquipiers durant ta carrière? Non, on m'avait posé la question une fois, j'ai dit que non, j'étais quand même pas mal épargné, parce que quelque part, ça avait été, je dirais, la couleur, elle avait été un peu gommée Le talent? par la qualité, voilà, donc forcément, tu voyais plus le joueur qui faisait des différences que la couleur de peau. Mais donc non, non, je n'ai pas eu à souffrir, peut-être j'étais dans un environnement qui avait aussi une forme de protection à mon encontre, je sais pas, mais je l'ai jamais eu, ou quand je l'ai eu, très rarement, ça a toujours été, je dirais, repris par les copains à côté, en disant que c'était déplacé, et qu'il n'y avait pas lieu d'être, donc finalement, non, en tout cas, pas aucune souffrance là-dessus, non. Puis à cette époque-là, c'était peut-être quelque chose dont on parlait pas comme aujourd'hui. C'était Non, non, donc. non, c'est vrai que c'était. Il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs qui jouaient au rugby. Moi, j'étais un des rares, hein. Justement, j'étais content parce que avant ça, il y avait eu Serge Blanco. Je m'étais renseigné. J'avais vu qu'il y avait un joueur aujourd'hui qui est devenu un ami que je côtoie régulièrement, qui s'appelait, mais qui était l'un des premiers, qui s'appelle Roger Bourgarel, hein, qui avait joué aussi Mhm. pour l'équipe de France et le Stade Toulousain. Mais les joueurs de couleur, non, il n'y en avait pas trop. Donc, quand on en croisait un de temps en temps sur les terrains, j'étais content, hein, mais c'est pas quelque chose de courant et surtout sur le haut niveau. Tu es lancé en sélection lors du tournoi des 5 Nations 94 contre le Pays de Galles. Cette année-là, tu disputes ta première finale de championnat. Tu es titulaire et tu bats le Montferrand de Philippe Saint-André. Et derrière, tu connais la fameuse tournée victorieuse en Nouvelle-Zélande avec l'essai du bout du monde de Jean-Luc Sadourny. C'était une année folle cette année 94 pour toi. Peut-être l'année charnière aussi. Charnière, je sais pas, en tout cas, c'est l'année où de la consécration, d'une première consécration, c'est le début aussi de la maturité, où je commence à te sentir bien, tout est plutôt en place et aligné au niveau des petits bobos qui te retardent, qui te mettent en dehors du terrain. Donc la confiance est là, les bonnes prestations s'enchaînent, que ce soit dans toutes les parties que tu disputes. Donc l'équipe de France arrive par conséquence, et les bons résultats, même avec l'équipe de France, sont là parce que tout est là. Et c'est vrai que c'est une année qui est belle parce que elle est gratifiante sur les résultats. Déjà, cette sélection, donc c'est la marque de confiance, hein, une gratification déjà personnelle de représenter ton pays. C'est aussi l'objectif voilà, de tout sportif, d'aller chercher encore plus haut. Et puis après, derrière ça, il y a la tournée, il y a l'équipe de enfin, non, il y a le Stade Toulousain, et cette finale gagnée, le titre de 94, qui est le premier pour nous aussi, de cette génération. On avait vu nos grands aînés le faire, mais voilà, c'est notre premier titre à nous, anciens juniors. Et après, il y a le départ en tournée, une tournée folle en Nouvelle-Zélande qui dure pratiquement 7 semaines et demie et qui nous fait rencontrer les Blacks. Alors, moi, j'étais un jeune joueur, jeune dans la culture aussi rugbystique, donc tout ça, c'était tout nouveau pour moi de voir tout ça. Je côtoyais depuis quelques années maintenant des garçons du Grand Sud-Ouest, donc qui étaient habitués, je dirais, à la culture, à la religion rugby. Mais moi, je me rendais même pas compte d'aller jouer les Blacks, ce que c'était. Et puis finalement, bon, on avait quand même observé. Et finalement, je me retrouvais à, voilà, à les affronter. Et à les Des battre. joueurs légendaires anciens, des joueurs légendaires en devenir. Puis surtout, on les bat. Tu te souviens qui Et était l'arbitre du premier test? je sais pas, c'était pas Derek Bevan, mais je suis pas C'était sûr. Derek Hmm. Bevan, Derek effectivement. Bevan? Et oui, Hmm. déjà, bon, là, ça s'était bien passé cette fois-là. Ouais, c'est bien passé, parce qu'on avait fait ce qu'il faut aussi, qu'il n'y avait pas eu photo hein, sur ce match. Je crois qu'on a gagné 22-8 à Ouais, Christchurch. À Christchurch, ouais, c'est c'était. ça. Puis c'était surtout, je me rappelle, la centième sélection de Philippe Sella, qui était pour moi voilà, un joueur ultime, hein. Jouer à ses côtés, c'était déjà magique. Jouer avec lui contre la Nouvelle-Zélande et les battre sur leur terre, ce qui est arrivé qu'une fois dans l'histoire de l'équipe de France, voilà, c'était quelque chose d'assez spectaculaire et historique. Et puis, il y avait aussi l'opportunité de jouer un deuxième test match et puis de faire quelque chose qui n'avait jamais été fait. Et vous l'avez fait, mais tu sais, si je veux être taquin, je rappelle qu'un mois avant la Nouvelle-Zélande, vous avez participé à la défaite historique des Bleus contre le Canada. Ça aussi, tu dois te rappeler quand même. Oui, ouais, ouais, complètement. Ouais, ouais. Bon, après des conditions particulières, on avait rejoint l'équipe de France un peu plus tard parce qu'on arrivait de notre championnat de phase de la finale. Donc il y a un petit peu de décalage. Et puis c'est vrai qu'une petite embuscade à Ottawa où Philippe c'est là prend un carton rouge, on ne sait pas pourquoi, des essais refusés. Enfin bon, malgré tout, voilà, on n'avait pas fait ce qu'il fallait pour pouvoir l'emporter. On avait perdu ce match-là, mais qui nous avait justement lancé surtout Pierre Berbizier dans une fureur rare. Vous avez fait faire Il des nous avait footings après, hein? Ouais, si c'était que les footings, on aurait presque survécu, mais il y a tout ce qui s'est enchaîné. Donc, ouais, ouais. À partir de là, on est passé dans une autre dimension et c'est vrai que c'était bien parti Canada, c'était joli, il faisait beau, la tournée se démarrait, c'était la première semaine. Mais c'est vrai que les 6 semaines et demie qui sont suivies derrière, c'était au commando non-stop. Ouais, on était vraiment parti au bout du monde en commando. Et je pense que c'est aussi pour ça que qu'on a su, je dis, réaliser ces exploits-là. C'est que Pierre Berbizier avait la capacité, justement, sur des périodes relativement courtes, à fédérer les personnes et les amener là où personne ne peut les amener, hein. On arrive à la Coupe du Monde 95, c'est la première pour toi sur le continent africain, celle de ton papa. Ça a dû être quelque chose de doublement intense pour toi. Oui, oui, parce que je découvrais aussi l'Afrique, je découvrais aussi l'Afrique du Sud, surtout le pays qu'on entendait parler, avec toutes les problématiques hein, de l'époque. On suivait un peu les problèmes politiques et surtout l'apartheid, comment c'était la fin, mais ce que ça a engendré. Et finalement,
se rendait compte en découvrant ça que la fin d'apartheid était bien loin d'une fin, avec encore des problématiques à résoudre. Mais il y avait une volonté, voilà, de changer un petit peu certaines choses. Et cette Coupe du Monde, finalement, elle devait contribuer à retrouver un petit peu la gloire d'antan de ce pays sud-africain. Et moi, personnellement, je l'ai pris vraiment sur un aspect sportif, hein, mais en cherchant un petit peu à comprendre un peu comment vivaient les gens, comment on a été accompagné par des pasteurs, voir un peu les townships, voir un peu comment les gens vivaient, comment la condition noire était vécue. Donc on découvrait un petit peu le fonctionnement. Et c'est vrai qu'il y avait de la curiosité et de l'incompréhension par rapport à comment nous, on vivait ce mélange de races, je dirais, en France. Donc une expérience, ouais, dure par moment. Mais l'aspect sportif était là et c'est vrai qu'on était quand même focalisé la plupart du temps là-dessus. Ouais. Tu es un des grands joueurs de cette Coupe du Monde et j'ai entendu que après, tu avais été approché par une franchise australienne du Super 12, l'ancien Super Rugby, qui devenait vraiment pro en 96. Il t'aurait même proposé 2 millions de francs, une grosse somme à l'époque, pour traverser le monde. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors c'était pas une franchise australienne, c'était les Broncos de Brisbane qui étaient le rugby, Ah, le rugby à 13, ouais. rugby à 13. Donc c'est le rugby à 13 qui était professionnel, lui déjà, et qui sûrement avait été entre guillemets séduit par mes performances, et qui m'a demandé de rejoindre la franchise avec des contrats professionnels qui n'existaient pas chez nous parce qu'on n'était pas professionnels même à cette époque-là. Et j'ai beaucoup hésité, et c'est vrai que je me suis renseigné avec des personnes du 13 en France qui m'ont dit que c'était quelque chose d'irréaliste, en fait d'irréel, parce que jamais un joueur français n'avait En basculé, NRL, ouais, c'est incroyable. n'avait été demandé dans une compétition comme celle-ci, prestigieuse, et surtout dans une équipe qui moi je connaissais pas, je m'étais renseigné après, mais comme les Broncos de Brisbane, qui était une équipe légendaire, avec des joueurs aussi mythiques. Donc j'ai hésité, séduit par déjà qui proposait la culture, la vie, parce que j'avais un petit peu le goût en voyant la Nouvelle-Zélande, voilà, un peu le goût à la culture différente, à voir autre chose. Donc ça m'interpellait un petit peu. Mais après le sport était pas le même. Je regardais les matchs, c'était moins de liberté, c'était quand même plus robotisé, je trouve. Et Et pas de touche. j'ai hésité, et il y avait aussi beaucoup d'argent à la clé aussi. C'est vrai que ça, tu te dis, voilà, tu changes ta vie, quoi. Mais finalement, ouais, non, je suis resté fidèle à mes sirènes de ma passion, et ma passion c'était le rugby. Et je suis resté à Toulouse. Et t'es resté à Toulouse. D'ailleurs, tu n'as jamais bougé de Toulouse. J'aurais du mal à te croire si tu me disais que pas un autre club de première division a tenté de te faire bouger de Toulouse, justement. Si, il y a eu des clubs même après anglais, tout ça. Mais je dirais que la proposition, il n'y avait pas de proposition qui pouvait m'intéresser parce que c'est vrai qu'on a eu une période, nous, à cette époque-là, à Toulouse, en tout cas sur le domaine sportif, où on régnait sur l'Hexagone, on régnait sur l'Europe. Donc les propositions, le seul attrait qu'il y avait, c'était la proposition financière et culturelle un petit peu sur les Britanniques parce que ça m'intéressait de voir un peu, de parler la langue de Shakespeare, d'aller voir un peu, C'était mais qui en le Angleterre qui climat, t'avait dragué un petit peu? je sais pas, les Wasps, mais après il y avait la question du climat. Et puis après, j'avais toujours qu'est-ce que je vais trouver de mieux au rugby ailleurs. Alors qu'à Toulouse, j'avais la philosophie du jeu qui était la nôtre, la mienne aussi, par rapport à j'avais grandi dans cet univers-là et je vois pas comment j'allais m'épanouir plus dans ma passion ailleurs. Donc tout ça, ouais, je les ai refusés les unes après les autres, ouais. En France, il n'y aurait pas eu un autre club qui aurait pu t'intéresser, à part Toulouse. Ben non, sportivement, Toulouse gagnait, Toulouse était numéro un, on tous enchaîné les titres les uns après les autres, que ce soit le Brennus, le Coupe de France, le du Manoir. Sportivement, non. Non, non, les seuls départs qu'il y a eu des garçons, ce ont été voilà, des départs dus à l'aspect financier, dus à l'aspect peut-être professionnel aussi, avec des moyens peut-être sur la reconversion plus future, qui a séduit les joueurs. Mais sportivement, ces personnes qui sont parties, on en discute aujourd'hui parce qu'on se croise, ils n'ont plus rien gagné. Oui, parce que vous gagnez tout, Mais vous, à ça, ils l'ont Toulouse, à plus. l'époque, vous marchez sur l'eau, vous êtes champion 4 fois d'affilée. Et aussi, durant cette période, d'ailleurs, tu restes, toi, à jamais comme le premier capitaine de l'histoire à soulever la Coupe d'Europe, la H-Cup, puisque c'était la toute première. Parmi toutes les Ouais. distinctions et les titres que tu as connus, est-ce que ce facteur historique-là, ça rend la saveur un peu plus particulière pour toi, même 27 ans après? Non, 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 heureux pour le club. Après, moi, j'étais que ambassadeur du match, mais d'autres joueurs, sans parler des Portolan, des Sigagna, des Christophe Delo, donc il y avait que des grands joueurs. Voilà, moi, j'étais cette période de capitaine, mais d'autres auraient pu l'être, d'autres l'ont été après. Donc, c'est une question pour le club surtout, parce que le club avait beaucoup œuvré depuis longtemps pour avoir des rencontres de niveau international, interclub, en faisant un master en 86, en faisant les centenaires du club avec des équipes comme les Queensland, l'équipe nationale des Fidji, l'équipe des Roumanie. Donc, il y avait une volonté, voilà, de développer le rugby du Stade Toulousain en voyant d'autres cultures rugbystiques, en s'imprégnant un petit peu d'autres choses, et puis en corrigeant la nôtre finalement. C'est la façon de faire à Toulouse. Et c'est vrai que de mettre, je dirais, la première pierre sur la Coupe d'Europe avec le nom du Stade Toulousain gravé en premier, voilà, c'est une satisfaction qui doit faire plaisir en tout cas au club. Ouais. Bon, il paraît qu'il a mal fini un peu ce trophée, ce premier trophée. Mais il a fini éparpillé un petit peu Ouais, de mémoire chez Richard Castel. Une partie, une bonne partie. on m'a dit il était pas si solide que Califano, ça. une Ouais. autre partie, un poteau au moins. Alors, 96, c'est aussi l'époque où le rugby devient professionnel.
Qu'est-ce que ça a Ouais. changé fondamentalement dans ta vie de tous les jours, avec, on l'imagine, un arrêt progressif de l'activité professionnelle pour te focaliser sur le rugby? Alors, est-ce que ça a changé? Alors, pour moi, pas grand-chose, parce que finalement, moi, je finissais mes études, donc la bascule a été dire, bon, bah, à la fin, bah, écoutez, on va vous demander de vous entraîner plus, on va vous payer plus. Moi, je n'ai pas forcément, je veux dire, un aménagement, je n'étais pas chez un employeur, quoi que ce soit. Mais après, je l'ai vu par rapport à certains qui étaient déjà voilà, dans la vie professionnelle, voilà, s'adapter, aménager. Bon, alors, le rugby le permettait, parce que les employeurs qu'on avait à cette époque-là étaient hyper tolérants, puis c'était une fierté d'avoir des joueurs du club représenter leur emblème professionnel. Donc, ça s'est fait progressivement et c'est vrai que moi j'étais heureux parce que finalement je rêvais finalement d'être un métier du sport. Le rugby était ma passion, était devenu ma passion, mais c'était pas professionnel et puis d'un coup on me permettait de dire ben finalement si ta passion va devenir professionnelle, tu pourras en vivre. Donc c'était tout bonus pour moi. C'est à quel moment que tu signes ton premier contrat professionnel? Je pense en 96, j'ai pas signé beaucoup au Stade Toulousain. Je crois que quand on parle aujourd'hui de contrat long, moi je me suis engagé pour 7 ans. Ah ouais, 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 mais c'était comme ça. ça se voit Le plus ça, président aujourd'hui. avec Bouscatel me dit, bon, alors, je dis, ben non, moi, tout le temps. Moi, je pense que, voilà, comme je suis, pour ma façon d'appréhender le sport, je pense que, voilà, possiblement, à 32 ans, je serai encore compétitif. Je vais m'accrocher, puis j'aime ça. Donc, je suis pas quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui fait attention. Il m'a dit, bah, banco, allez, bah, vas-y, si ça te va, bah oui, moi, pas de problème. J'aurais signé pour 7 ans. Alors, en équipe de France, tu as remporté le Grand Chelem en 97, mais ce qui reste à jamais gravé dans le cœur des gens, c'est ce France-Nouvelle-Zélande magique en demi-finale de la Coupe du Monde 99. Comment toi, tu as vécu ce moment et quand tu as pris conscience que c'était devenu autre chose qu'un match, un moment culte du sport français? Un moment culte, alors tu réalises pas sur le moment, tu réalises exploit sur le moment, parce que c'est vrai qu'on n'était pas forcément favori, et battre la Nouvelle-Zélande demi-finale de Coupe du Monde, qui avait en plus jusqu'à là régné sur le tournoi, c'était inespéré. Mais on était satisfait. Alors la victoire, c'était le bonus pour nous. On était satisfait d'avoir fait un bon match, d'avoir voilà, tenu la dragée haute, d'avoir rivalisé tout simplement. On voulait quand même pas tout perdre, parce qu'on avait pris 50 points quand même par cette équipe 3 mois avant en tournée. On savait qu'elle nous surpassait de toute manière, qu'on n'avait pas fait un grand tournoi jusqu'à présent. Mais on voulait sortir digne, voilà, être au moins des représentants de la nation, de la patrie, et on avait à cœur voilà, de se battre, de faire un match où les gens pourraient être fiers de nous, même si on pensait que ça allait être dur. Arrive l'an 2000, tu fêtes tes 30 ans, l'âge de la maturité. Un nouveau sélectionneur débarque, il n'est pas beaucoup plus âgé que toi, il a 36 ans, c'est Bernard Laporte. Et Bernard Ouais. Laporte te sélectionne pour le tout premier tournoi destination. C'est le tout premier, l'Italie arrive cette année-là. Est-ce que à ce moment-là, tu te doutais que ce serait la dernière fois qu'on te reverrait avec l'équipe de France? Non, même si je vous dis, il y avait un changement, il y a une façon de faire. J'ai commencé avec Berbizier, après j'ai eu Scrella et Villepreux. C'est vrai qu'il y a du changement sur la méthode. Il y a surtout un changement de génération. Pas mal de joueurs qui ont arrêté, que moi je côtoyais, à qui j'avais idolâtré, puis des jeunes de ma génération qui avaient arrêté aussi. Donc je me fais plaisir, je me régale, mais je ne retrouve pas forcément ce qui me faisait vibrer en termes d'équipe. Après, je s'enchaîne quelques petits bobos. Je crois que Bernard même me rappelle en 2002 ou 2003, parce que je fais une très bonne saison en 2003, mais en même temps, je sens qu'à un moment, le corps est tiraillé. Et voilà, moi, ça m'arrivait de faire des saisons à pas loin de 50 matchs. Hein. Alors, même si les matchs n'étaient pas de l'intensité d'aujourd'hui, Quand même, hein. voilà, être sur le terrain régulièrement, le corps qui est en production en permanente. Donc, c'est vrai que les saisons étaient longues et j'avais besoin des fois de régénérer. Je me sentais des fois un peu fatigué, pas toujours heureux avec mes performances sur la durée. Donc, quand il y a eu, que ça s'appelle en 2001, des résultats un peu moins bien, Bernard a fait des choix. Et ça m'a pas manqué, ça m'a permis de me concentrer. Même, j'ai même presque dans ma tête, voilà, en discutant même avec Bernard, on lui a dit, écoute, tu as des priorités, prends les personnes, voilà, pour construire ton équipe de France de demain. Moi, aujourd'hui, voilà, ça me permet de me recentrer aussi sur le club, de me refaire une santé, ainsi de suite. Et j'étais heureux. J'étais heureux parce que finalement, j'ai retrouvé de l'appétit, j'avais retrouvé de l'élan partout. Et je fais une drôle de saison. En 2003, on revient. En 2001, on est champion avec le club. En 2003, on revient champion d'Europe. J'ai fait une saison énorme, une des plus belles que finalement j'ai fait. Et c'est vrai que je sais même qu'à cette époque-là, je crois que Bernard m'avait rappelé parce qu'il y avait eu des bobos. Il m'a dit, écoute, viens nous dépanner quand même. Bon, j'avais accepté sur le principe, et puis finalement, je me fais une petite élongation, donc je ne peux pas revenir en équipe de France sur les tournées ou je sais pas quoi, ou les tournois de destination. Et finalement, bon, la chance est passée, et puis après, ils ont continué avec les autres joueurs. Ouais, parce que de l'extérieur, on se dit, mais t'en avais plus qu'encore sous le pied à ce moment-là, et on se dit, il y a peut-être eu quelque chose entre Bernard Laporte et Milan Tama, quelque chose qui a coincé. Ah non, non, pas du tout. Non, non, au contraire, moi, c'était différent de ce que je connaissais comme entraîneur, mais il était surprenant, même si on m'avait averti. Mais finalement, non, non, après, on adhérait en tout cas à sa façon de faire. Mais moi, j'avais un manque. Je sentais que voilà, j'étais un joueur quand même, j'arrivais à 31 ans. Et c'est vrai que beaucoup de joueurs jeunes, alors des générations, que je côtoyais certains, mais même quand tu as des joueurs de 25, 26 ans derrière,
voilà, t'es pas sur le même délire. Ça me manquait, ça manquait. Tant en club, je dirais, il y en avait encore quelques-uns. T'arrives à trouver, puis t'es à la maison, donc t'as des moyens de souffler. L'équipe de France, j'avais l'affinité qui était pas toujours la même. Donc je pense qu'il était temps aussi, voilà, doucement de laisser la main. Alors d'être disponible s'il y avait besoin. J'ai toujours été, j'ai toujours dit à Bernard. Mais je sentais aussi que voilà, j'avais besoin aussi du temps pour mon club pour pouvoir durer un peu plus. Ouais. Donc du coup, c'est pas un regret pour toi, a posteriori, d'avoir joué, entre guillemets, que 6 ans pour cette équipe de France. Non, on veut toujours faire plus. Il y a des périodes en plus de blessures qui t'ont permis de pas partir ou de faire des choses. Mais en même temps, 6 ans, c'est déjà énorme. Puis il faut une concentration de belles choses aussi qui sont arrivées. Beaucoup d'efficacité parce que moi, finalement, j'ai beaucoup d'essais marqués en équipe de France, avec peu de sélections. Enfin, peu de sélections, même pas une cinquantaine. Donc c'était voilà prolifique. Puis finalement, des matchs qui marquent les gens. Voilà, parce qu'il y a un joueur prolifique et on avait une équipe aussi voilà, qui faisait des choses des fois moins bien, mais qui était capable aussi de faire de formidables exploits. Donc qui marquait aussi tous les passionnés de rugby. Ce corps-là qui t'a permis de faire des différences durant toute ta carrière, il t'a aussi joué quelques petits vilains tours, notamment sur la fin, quoi. Sur la fin, je suis même passé à la fin parce que 97, il reste quand même, Ouais. tu vois, je finis en 2005, donc mais des bobos qui font qu'à un moment, ben oui, t'es pas toujours en capacité de pouvoir y répondre aux sollicitations. Donc, ouais, c'est dommageable, c'est dur un petit peu sur le moment parce que tu as envie de tout croquer et puis tu te remets en selle, tu fais ce qu'il faut pour revenir et puis finalement tu raccroches d'autres choses et c'est vrai qu'il était assez, je dirais, quand même gâté. Donc, c'est difficile de se plaindre, dire ouais, j'ai raté celle-là. Derrière 97, quand je rate des 97, ça me fait franchement râler la finale. 99, tu es champion, 2001, champion, des Coupes d'Europe. Donc à un moment, tu peux pas te plaindre. Il faut savoir regarder le verre quand même à moitié plein. La finale de H-Cup 2004 contre les Wasps, c'est la dernière de ta carrière. Pour resituer, le score il est à Ouais. 20-20 et vous perdez le match dans les toutes dernières minutes suite à une grosse bourde de Clément Poitrenaud. Est-ce que c'est celle qui te laisse le plus de regrets? Non. Non, parce que là aussi, bien sûr, on a des regrets, mais quand on fait une finale, ça fait râler parce que franchement, on fait une super saison. Ça fait râler aussi parce que cette équipe des Wasps on était à Twickenham sur leur sol, qui nous prédisait, je dirais, l'enfer. Finalement, on s'aperçoit qu'on est en train de les prendre à la gorge et franchement, la finale, elle peut pas nous échapper. On va aller dans les prolongations et on a pris l'ascendant, on commence à les mettre à la faute partout, on domine. La finale, on va la gagner, cette finale-là. Donc oui, regret de perdre une finale. Mais comme on regrettait de perdre la finale en 2003, parce qu'on avait enchaîné finale de Coupe d'Europe et finale de championnat, et on perd la finale contre le Stade français, je crois. Une semaine avant, tu étais champion d'Europe, alors enchaîner tout, on sait que c'est des fois difficile de récupérer. On veut tout, bien sûr, on a été habitué à ça, donc, mais à un moment, on peut pas non plus se plaindre, voilà, se plaindre en disant, ouais, quand même, c'est pas juste, et voilà, on peut pas dire ça. Donc, forcément, des petits regrets, mais tellement, je dirais, de bonnes choses qui sont arrivées, donc, Tu as dit dans une interview à Midi Olympique que tu avais eu des petits signes sur le fait qu'il était temps d'arrêter, comme peut-être une envie un peu moins présente de redoubler d'efforts à l'entraînement pour compenser le temps qui passe, justement, et tu ne voulais pas faire l'année de trop. ah oui, non, c'est sûr que t'as pas fait tout ça pour laisser une image, je dirais, ou même d'entendre les gens dans les tribunes dire ouais, bon, il est temps qu'il arrête. Puis t'as pas envie de te voir comme ça, donc t'es compétiteur jusqu'au bout, tant que tu peux réaliser, à la limite même des jeunes qui, en disant de moins, arriver à leur faire des misères de temps en temps. Mais quand tu en prends, ça peut arriver une fois, deux fois, mais il faut pas que ça devienne des choses régulières. Et tu sens que quelque chose, voilà, il y a des choses que tu arrives à faire, que tu n'arrives plus à faire. Donc il y a ça, il y a les vestiaires aussi, le quotidien, je le répète, les générations. Toi, tu as des enfants aussi qui commencent voilà, à grandir, tu veux t'occuper d'eux, tu passes du temps. Là où je revois dans les yeux je sais pas, des Michalak, des Jean-Jean, des Poitrenaud qui, eux, arrivent, sont célibataires, font toujours les couillons. C'était nous il y a 10 ans avant, hein. Ils ont que ça à faire la journée, ils passent la journée au club et ils dorment là parce qu'il n'y a personne à la maison, parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais ils ont que la passion du rugby et Tu décides donc de prendre ta retraite à l'issue de la saison 2004-2005, la dernière avant le passage du top 16 au top 14, si je ne m'abuse. Et oui, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ton dernier match, c'est à Agen-Toulouse. oui. Et ce jour-là, Guy Novès fait tourner en vue de la phase finale et met les jeunes, Maxime Médard, Jonathan Wisniewski, Benoît Babi. Toi, tu joues les 20 dernières minutes, vous perdez 55-11. C'était une drôle de der quand même. Ouais, ouais, la dernière année, moi je reste à disposition du club, mais en même temps, je suis passé à autre chose déjà, je m'occupe des espoirs. Donc j'entraîne toute la génération des Max Médard, des jeunes joueurs, Johan Huget, Babi, Mermoz et tout ça. Et c'est vrai que dans la saison, il y a eu des petits bobos, donc j'ai pu dépanner, je reste quand même en forme pour essayer d'accompagner le club si besoin. C'était le cas justement en Coupe d'Europe, où il y a quelques matchs qui ont été joués, en championnat aussi. Premier match de Max Médard, on le fait ensemble, alors plutôt dans la saison, hein, pendant l'absence sûrement des internationaux. Je sais pas si c'est Castres ou Béziers, je me rappelle plus. Et on joue tous les deux au centre.
Et donc, je voyais bien ces jeunes, je les connaissais. Et c'est vrai que le dernier ménage pour moi, ouais, c'est Agen. C'est Agen où là, il y a l'équipe pratiquement qui est toute remaniée, beaucoup de joueurs au repos pour l'équipe première. Et on envoie beaucoup de joueurs espoirs. Moi, je suis là pour accompagner un petit peu ce groupe-là. Bon, bah, j'ai difficile à Agen, beaucoup de jeunes malgré tout. Donc, on prend une petite valise. Mais bon, voilà, c'est aussi la formation de jeunes en devenir. La preuve, c'est que la plupart sont devenus des grands joueurs. Et certains, même beaucoup, ont atteint l'équipe de France. Donc, on va dire que ça a été formateur, tout ça. Il y avait eu un petit hommage quand même. Non, parce que sincèrement, je savais pas si c'était le dernier, si le club aurait encore besoin de moi sur un match ou deux en fin de saison. Donc, je me posais pas la question. Encore une fois, moi, en plus, j'étais pas très hommage, j'étais pas trop. Ouais, t'aurais pas voulu une dernière, je sais pas moi, Ernest Vallon avec ton Non, 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 portrait, non, j'étais des... pas trop dans les jubilés, tout ça. Moi, non, c'était pas trop mon truc. À la limite, partir discrètement, sans savoir que c'était le dernier en plus. Mais c'est comme ça. C'est bien. C'est bien parce que pour moi, déjà, la plage était tournée. Je répète, c'était place aux jeunes. Voilà, place aux jeunes qui étaient déjà, pour moi, des futurs grands tous. Quand tu raccroches, tu es loin d'être sans rien pour la suite, puisque tu es rapidement appelé par la FFR pour coacher les espoirs avec Didier Retière. Et puis, tu as cette entreprise que tu as fondée 9 ans auparavant, la marque de vêtements de sport NTK. Comment elle t'est venue cette idée de te lancer dans la création d'entreprise d'une part, et précisément dans cette filière du textile d'autre part? Bon, c'est plus le textile qui est venu à moi finalement. C'était une personne du métier qui m'avait contacté pour voir si ça pouvait pas m'intéresser. Bon, moi je connaissais les grandes marques de l'époque qui avaient fait fureur, hein, notamment Eden Park, Blanco qui avait démarré derrière. Bon, j'étais pas trop partisan au départ, puis finalement le mec m'a séduit en me montrant un petit peu l'intérieur, me dit écoute, on peut toujours regarder, et puis on verra bien, tu auras le loisir de voir. Et c'est vrai que j'ai découvert un métier différent, un métier complet, avec une histoire, avec des personnes aussi attachantes. Puis voilà, tout simplement on a démarré ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu un autre monde. Ça m'a permis de, voilà, de créer des collections, de pouvoir à la limite aller sur un univers que je connaissais pas du tout. La confection, le choix, quelques voyages aussi sur les usines de production. Donc tu t'aperçois que finalement il y a toute c'est aussi ça la vie, quoi. C'est toute une entreprise qui est derrière pour faire un produit, de la couturière au graphiste, au revendeur, au magasin. Enfin, ouais, c'est intéressant. Et j'étais curieux de tout ça, donc ça me permettait de voir autre chose. Voilà. C'est drôle de se lancer l'année où le rugby passe pro et que bah, tu n'as a priori plus besoin de te soucier de faire rentrer de l'argent à la maison autrement qu'avec le rugby. Mais parce que on n'a pas une culture, enfin, on n'a pas grandi, nous, déjà, la génération, à être professionnel. Donc, nous, même si on avait dit sur les mots, t'as un contrat, c'est professionnel, ça restait, je dirais, une passion qui était rémunérée. Mais dans nos têtes, ça a toujours été comme ça. C'est pas un métier. C'était, voilà, t'es payé pour faire du rugby, mais c'est pas notre métier. Métier, moi, j'ai fait mes études, j'avais mon professorat de gym en attente. Moi, je travaillais à Orange, je suis rentré à Orange en 2001. Voilà. Tu continues à bosser même après Oui. 96, tu avais une plus Oui, réactivité en fait. ben parce que, je le répète, c'était une sorte d'équilibre, c'est-à-dire pour être bien sur le terrain, il faut se dire, voilà, quoi qu'il m'arrive, voilà, si le rugby s'arrête, moi j'ai mon activité, j'ai mon métier, quoi. D'ailleurs, ça avait créé des petites frictions, ça, non? Parce que j'en avais parlé avec Jérôme Casalbo aussi, qui était lui aussi un fervent défenseur de la pure réactivité. Et dans ce rugby où peut-être on exigeait que vous soyez là à 100% pour le club et pas ailleurs, sur la fin, Ouais. ça a peut-être créé avec le manager Guinoves ou quoi, des petites frictions, non? Enfin, au début, ça a créé justement parce que finalement, les mecs voulaient pas lâcher. Les mecs qui travaillaient chez les employeurs depuis quelques années, qui arrivaient aussi à la trentaine, qui savaient très bien que le rugby, ils en avaient quand même plus derrière que devant. Ils n'auraient pas tout lâché maintenant. Moi, j'ai aussi mon employeur qui me demande des choses. Voilà, mon poste, l'évolution, je vais pas tout remettre en question. Donc, il a fallu ménager et attendre que finalement la génération doucement, je dirais, s'éteigne pour pouvoir arriver notre génération qui était étudiante, qui elle, pour l'instant, n'avait pas fait le choix. Donc, il a fallu un petit peu de temps par rapport à ça. Des tensions, ben, ça a créé par moment, bien sûr, des difficultés. Mais voilà, ça s'est lissé au fil du temps. Et je le répète, nous, en venant d'une génération où c'était pas instinctif que ce soit un métier, on avait toujours la volonté d'être curieux, de dire, bah, de manière, on fait du rugby, mais on fait plein d'autres choses. On fait pas que ça, parce qu'on a aussi du temps à consacrer à autre chose. Ouais. Si on revient à NTK avec le support du Stade Toulousain, ça a rapidement marché, non? Bah, ça existe toujours, donc je suis assez fier de ça. Ça a marché, oui, ça a eu plusieurs vies, dans la mesure où c'était déjà une enseigne qui avait été déployée sur l'ensemble du territoire, avec pratiquement 140 boutiques. Enfin, des corners, il y avait 5-6 boutiques exclusives dans des grandes villes. Puis finalement, quelques années après, la difficulté du métier, on l'a orienté différemment. On s'est beaucoup attaché aux associations aujourd'hui, à équiper, je dirais, toutes les associations sportives, quelle qu'elle soit leur activité. Plus après, voilà, du rugby wear, hein, comme on dit, l'habillement de tous les jours. Donc, mais ça continue, voilà, les gens nous font confiance, c'est toujours sympa, il y a toujours de quoi faire. Donc c'est bien, c'est bien. Puis il n'y a pas que nous, parce que c'est vrai que tu as l'impression qu'NTK, c'est moi, mais il y a toujours une petite équipe derrière, il y a
je répète, des couturières, des graphistes, des infographistes aujourd'hui qui sont là. C'est aussi de l'aventure de toutes ces personnes-là Et toi, qui s'en t'arrivais à sortent. gérer ton emploi du temps entre ton entreprise, Il entre fallait le jongler, rugby, ouais, entre Orange, tu me dis. Les journées, elles et font que la vie de 24 heures. Hein. famille, ouais. Ouais, non, non, c'est des bonnes journées, mais c'est aussi ça, le luxe, par moment, c'est de pouvoir passer d'une chose à l'autre. C'est tellement varié, tellement différent, donc ça te redonne de l'énergie. Quand tu es à fond sur le terrain, tu es à fond, puis après que tu pars ailleurs, les gens, ils attendent de toi aussi que tu sois à fond dans le textile, puis après tu vas à Orange, là, ils sont à fond sur la partie commerciale des produits technologiques, donc et tu te nourris aussi de l'énergie des gens qui, eux, attendent beaucoup, et ouais, c'est tout ça qui est intéressant aussi. Le logo, la Panthère Noire, a fait référence au surnom qu'on t'avait donné quand tu as commencé à te faire connaître au rugby, en La référence. chance, ils m'ont rappelé cochon rose, un truc comme ça, Ouais. pas du tout. Est-ce que toi, tu l'aimais bien ce surnom-là? Est-ce que tu étais à l'aise avec ça? La Panthère Noire, qui faisait aussi référence un peu quand même à ta couleur aussi? Ouais, ouais, bah, encore une fois, il n'y avait aucune honte là-dessus. Et puis après, il y a aussi le côté majestueux. Le panthère, c'est le félin, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper. Oui, ça aurait été le petit Voilà. chat, bon, ça aurait été plus, Ouais, plus ouais, un embêtant. petit chat, il sortait les griffes, là. Donc, c'était un côté, je dirais, flatteur d'être comparé à ça. Donc, on avait joué un peu là-dessus, voilà. Qui représentait finalement un petit peu la symbolique, ou en tout cas le côté imagé de ce que je pouvais être. Aujourd'hui, NTK, c'est vraiment développé, tu l'as dit, la marque propose des produits pour tous les sports. Il y a même une section pétanque. Oui, oui, enfin, pétanque, oui, il y a de tout, tous les Ah, sports, mais donc ça, la pétanque ça doit aussi, être ouais. une sacrée fierté pour toi d'être arrivé à développer ça de la base d'une idée jusqu'à là où ça en est maintenant, quoi. Ouais, ouais, même sans prétention, parce qu'encore une fois, c'est pas croire que c'est une multinationale, hein, c'est une petite entreprise qui continue à vivre, qui fait vivre une dizaine de personnes, c'est très bien, à notre échelle. Donc, mais c'est plaisant parce que voilà, les gens continuent à en parler. Certains me disent, j'ai encore votre chemise, je l'ai acheté il y a 25 ans, et elle marche bien. Donc, on dit, ouais, c'est un produit un peu trop résistant, on s'est trompé, si on a fait des trucs trop qualitatifs, vous n'avez pas acheté assez. Mais non, non, mais voilà, en tout cas, on a toujours eu le goût de bien faire les choses, voilà, donc les gens sont plutôt Ça satisfaits. a toujours été Aujourd'hui, aussi rose que les murs de la ville de Toulouse, d'ailleurs, où l'entreprise, elle a eu quand même des moments un petit peu plus ah non, compliqués. non, bien Comme... sûr, non, non, de compliqué, de vie, bien sûr, des périodes un peu difficiles où, je répète, on a changé d'axe, on a réorienté, on est passé sur, je dis, 135 points de vente. Aujourd'hui, la vente en ligne uniquement et directement auprès des associations. Donc, non, 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 il a fallu s'adapter aussi avec le changement aussi de la donne commerciale de la vie d'entreprise. Mais je répète, c'est comme tout, voilà, c'est des étapes, des évolutions, des choses qui se modifient et qui évoluent en permanence. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Si tu devais définir Émile Ntamak, le chef d'entreprise, il serait plutôt René Bouscatel, plutôt Laurent Marty ou plutôt Didier Lacroix, trois des présidents que tu as connus durant ta carrière de joueur ou d'entraîneur? Moscatel, non, c'est pas un chef d'entreprise comme je l'entends. Hein. Laurent Marty, oui, dans le textile, une énorme réussite. Et je dirais que Didier Lacroix, un garçon brillant à tous les étages. Donc, on va rester fidèle à la culture. Ce qui m'anime, ouais, plutôt Didier Lacroix. Ouais. Tu connais ce joli bruit, c'est la sirène. Dernière action, il y a un bonus à aller chercher, donc pas d'en avant, interdiction de voter en touche. T'as remarqué qu'on a très peu parlé de tes enfants depuis le début de l'épisode? Ouais, mais tu m'as dit que c'était consacré à moi, donc parfait, pour une fois. Et c'est bon, tous les jours, ils me volent la vedette. Maintenant, faut trouver un petit peu de temps. Bon, bah là, le moment, il est venu quand même, un tout petit peu. Ah mince, je Euh, savais bien que ça arrive. Tes deux fils, Romain et Théo, ont marché Ouais. dans tes pas. Romain est même l'ouvreur de l'équipe de France. Quel a été ton rôle là-dedans? Est-ce que c'est un chemin que tu as tracé pour eux, une volonté personnelle de les pousser dans le rugby plutôt que dans un autre métier ou pas du tout? Non, non, tu forces personne à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Moi, ils ont été curieux, ils ont touché à tout, ils ont été passionnés et je pense qu'ils ont aimé ce sport très tôt. Moi, simplement, je leur ai montré, parce qu'ils avaient le goût aussi de voir la réussite de papa, mais se dire, bah, tout ça, comment ça peut se construire. Voilà, il y a des choses à mettre en place. Si vous voulez essayer d'y arriver sans garantie, mais si, voilà, il y a des choses à mettre en place. Moi, je peux vous montrer, mais après, à vous de les faire, de les mettre en place à vous-même. Donc, moi, j'ai simplement été, moi, comme leur mère, bienveillant par rapport à ça. Mais après, tout ce qu'ils ont aujourd'hui, c'est parce qu'ils se l'ont gagné, parce qu'ils sont allés chercher, parce qu'ils ont travaillé malgré le talent qu'ils peuvent avoir, je veux dire, après, c'est tout ce qu'ils ont mis en place derrière qui fait qu'à un moment, ils peuvent ou ne peuvent pas réussir. En 2017, Guy Novès publie une liste élargie de joueurs protégés pour le 15 de France où Romain figure. Il a 18 ans à peine et pas encore un match de top 14 dans les jambes. Le papa Émile, il devait être forcément très fier, mais l'entraîneur, Ntamak, est-ce qu'il s'est pas dit, oula, ça va très vite, attention à pas le griller, lui mettre trop de choses dans la tête, si jeune, quoi? Euh, non, 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 moi j'étais content pour lui, j'étais content, même si quelque part je savais bien que il y a la foudre
parce que c'est la façon dont on vit, la différence, je dirais, en France, de se dire, mais comment un jeune qui a jamais montré, mais les gens connaissent pas le garçon, connaissent pas le talent qu'il a, connaissent pas la vision qu'il faut montrer aussi des fois à des jeunes qui sont ambitieux, mais leur montrer aussi que, voilà, on peut leur faire confiance, mais que derrière, ils ont des responsabilités par rapport à ça. Et je pense, moi, je l'ai pressenti comme ça, le message, ce choix de Guinoès, c'était pas pour le mettre demain, mais pour le dire, on a des garçons sur lesquels on va veiller, parce qu'aujourd'hui, non, mais demain, il faut que ce soit eux. Et la preuve, c'est qu'en les mettant très tôt devant leur responsabilité, en disant, voilà, cette confiance, eh bien, il faut la mériter aussi, et que tu en sois digne au quotidien, ça a boosté, ça continue à booster, je veux dire, ce genre de personnes, pour montrer à tout le monde que finalement, oui, si on leur a fait confiance, c'est qu'il y a une raison. Et la preuve, c'est que je dirais, même si on a crié des fois un petit peu au scandale à cette époque-là, quand Guinoves a publié la liste, force est de constater que, bon, même si c'est pas le cas de tous, en tout cas concernant Romain, il a plus que démontré, si depuis 4 ans il est le 10 du 15 de France et du Stade Toulousain, que tous les espoirs qui avaient été mis en lui, bon, ben, il en a été digne, quoi. Et c'est pas rien, hein. C'est là que tu vois que le rugby a un peu changé par rapport à ton époque. C'est qu'à l'époque de Berbizier, on n'aurait peut-être pas vu un jeune de 18 ans mis en avant comme ça en équipe de France. Fallait prouver, quoi. Oui, mais pourtant, il y a toujours eu des joueurs talentueux. Alors peut-être que c'était différent parce que justement, on était dans l'urgence de faire son équipe, pas de préparer. La liste qu'il a sortie, c'était une liste de 40 joueurs que tu as dit. Donc, moi, j'ai intégré l'équipe de France de Pierre Berbizier en 89. Ma première sélection, j'ai 19 ans. Enfin, mon premier stage, on m'appelle. Il y avait des garçons déjà comme David Berty qui étaient. Donc, à 18 ans et demi, David Berty, moi, était un exemple à suivre. Donc, il y avait des joueurs qui étaient prévisibles, qui étaient visibles. On savait qu'il commençait à jouer en équipe première, qu'il avait un grand talent, mais lui, sa priorité, c'était de faire son équipe je sais pas comment on était, 15 joueurs, plus quoi, 7 remplaçants de 22 joueurs. Donc, il n'avait pas le loisir de prendre 40 joueurs en présélection. Mais si on lui avait laissé le choix et les moyens, sûrement qu'il aurait dit, voilà, il y a des jeunes joueurs talentueux sur lesquels il va falloir mettre un œil. Et c'était le cas, je le répète, quand il a appelé des garçons comme David Berty, ou moi-même, à 19 ans, sur des stages équipe de France, où moi, pour la première fois, je suis tombé sur les Blanco, les Dubroca, enfin, toutes ces personnes que je voyais à la télé, et d'un coup, j'étais avec eux, je me demandais ce que je faisais là, quoi. Je croyais que c'était une blague. C'est en 89, je parle, et finalement, ma première sélection arrive en 94, hein. Donc, même si, bon, là, le parcours était difficile avec des bobos qui sont enchaînés, des choses comme ça, mais la confirmation, elle a été là après, finalement. De quoi aujourd'hui Émile Ntamak est-il le plus fier? De sa carrière magnifique de joueur, avec ce palmarès incroyable, ou bien du fait que ses deux enfants aient suivi son chemin et soient passés tous les deux professionnels au Stade Toulousain, son Stade Toulousain justement? Alors, fier de ce que j'ai pu faire dans le sport, oui, j'en suis content, heureux, fier aussi de ce que tu as laissé comme marque par rapport aux gens, parce qu'il y a le terrain, puis il y a en dehors ce que tu dégages, avec une certaine loyauté, de certaines valeurs, voilà, qui sont aussi là, et puis un certain style aussi, de panache qui fait qu'à un moment on se rappelle de toi pour ça. Donc, ouais, très heureux et fier de ça. Après, les enfants, au quotidien, ils te rendent fier, c'est différent. Je suis heureux pour eux de les voir heureux. Voilà, moi au quotidien, de les voir s'épanouir, vivre finalement aujourd'hui ce que j'ai eu la chance de vivre, le privilège qu'ils ont aujourd'hui et que j'ai eu avant eux. Ça, c'est des choses qui sont magnifiques, mais je répète, un vrai privilège. Et j'espère que ça durera le plus longtemps possible et de pouvoir le vivre au quotidien et à leur côté, même en étant dans l'ombre, mais pas très loin, ça me remplit de joie, bien sûr. Il stresse le papa dans la tribune quand il voit un gros Tout le plaquage temps. sur Romain ou sur Théo, un plaquage à l'épaule ou quoi. Est-ce qu'il Tout le temps. tout le Tout temps? le temps. Mais pas que pour ça, pour tout. Voilà, même la veille du match, voilà, c'est. T'as plus la dépense, toi, sur le terrain qui va partir, mais voilà, c'est des enfants, donc forcément, t'es pas inquiet, voilà, t'es pris à l'estomac par tout ça, mais comme moi, comme la maman, hein, faut pas rêver. Donc, ça s'arrête quand ils sont plus sur le terrain, quand ça s'arrête, voilà, quand l'arbitre siffle la fin, voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Dernière question, tu as entraîné les moins de 21 ans français avec qui tu as été champion du monde en 2006. Tu as également Ouais. été adjoint de Marc Lièvremont avec la grande équipe de France. Ta dernière expérience de coach remonte à 2017 avec les arrières de l'UBB. Est-ce que ça te manque, le fait d'être sur le terrain avec une équipe professionnelle? Et est-ce que tu t'imagines un jour encore entraîner dans un club pro, une sélection? Est-ce que ça me manque? Non, ça me manque pas. Ça me plaît, ça m'a plu. Je l'ai vécu, mais je suis passé à autre chose. Encore une fois, aujourd'hui, je suis sur la formation, donc non, non, ça me manque pas parce que je sais entraîner les joueurs. Bien sûr que ça me manque, je dirais, mais juste l'instant voilà de transmettre ce que je fais aujourd'hui avec les jeunes, même si je suis moins sur le terrain et que je le transmets plutôt à des entraîneurs qui eux sont chargés de le transmettre. Ça aussi, c'est encore voilà du recul que tu prends. Ça me manque, mais après, je sais toutes les contraintes qu'il y a derrière, c'est-à-dire à un moment, ben voilà, être capable d'être présent en permanence, de déplacer, des déplacements en bus, de faire les matchs, des déceptions, les joies. Mais tout ça, voilà, j'ai fait le tour en tant que joueur, j'ai fait le tour en tant qu'entraîneur. Aujourd'hui, j'ai le temps de pouvoir me consacrer justement à ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire voir mes enfants, s'épanouir, assister à leurs matchs, assister à leur entraînement. Voilà, ça me ravit et je reste dans la formation, au contact de mon club, à côté avec des entraîneurs, de jeunes entraîneurs, de éducateurs qui sont en formation, qui ont mon rôle de les former. Et ça me va très bien comme ça. Et non, non, ça me dit
plus du tout de revivre des moments géniaux qu'on a vécu, que ce soit l'équipe de France ou les équipes professionnelles. Mais je sais que voilà, c'est aussi des contraintes extraordinaires et énormes. Et j'en ai pas envie aujourd'hui. Voilà. J'ai cette liberté aujourd'hui de pouvoir choisir mon emploi du temps et aller voir les personnes qui me sont chères quand je veux. Et ça, c'est appréciable. Parce que je sais que tout passe vite et que même s'ils sont jeunes et qu'ils ont tout devant eux, une carrière, c'est 10, 15 ans. Voilà, 10, 15 ans à les voir sur un terrain, ça passe très, très vite. À Donc, t'entendre, t'es très famille, hein. Le papa il est là, il est présent et je pense que c'est mon rôle, enfin c'est mon rôle, de les accompagner. Voilà, moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre ma vie, carrière. Ils n'ont plus trop besoin de moi aujourd'hui, mais je sens que voilà, ils ont toujours envie d'avoir un regard. Du papa. Pour ça, il faut que je sois vraiment, je ne veux pas être moi au bout du monde, dire bah écoute, j'ai pas eu le temps de voir ton match, je sais pas, qu'est-ce que t'as fait, vous avez gagné, vous avez perdu, comment c'est passé. Non, j'aime participer, je suis heureux de voir tout ça sans être envahissant non plus, parce qu'encore une fois, il y a des personnes qui les accompagnent sur la partie technique, c'est leur rôle à eux, pas le mien. Mais d'avoir cet échange-là, voilà, me suffit, me plaît et me comble. Voilà, donc j'ai pas envie de sacrifier ça, ouais. Non, non, j'ai pas envie de repartir sur les terrains et de plus passer du temps à les voir, parce que je sais que ça passe vite et que j'ai pas de manque par rapport à ça. J'ai pas un besoin. J'ai pas un besoin d'être sur les terrains, dans la lumière, ou ce qui me remplit voilà, en disant voilà, on a gagné un titre ou on a jamais des joueurs. Je l'ai fait pendant des années à d'autres de le faire maintenant. Moi, je suis sur d'autres missions, voilà, qui me plaisent autant aujourd'hui, qui sont plus faciles dans mon emploi du temps à manager et ça me va très bien. Eh ben, merci, Émile. Merci beaucoup d'avoir été mon invité. Ça a été un immense plaisir de recevoir une Eh légende du rugby ben, tel c'est que toi. partagé. Merci à toi. Et je te Ouais, souhaite ouais. évidemment encore tout plein de succès sur le terrain du business avec NTK, ta marque de vêtements et d'accessoires de sport. Merci, Émile. Merci à toi aussi. À bientôt. Ciao.